Matteo Rinaldi s'est garé dans le stationnement de la garderie Little Pinet quelques minutes plus tôt que d'habitude, espérant surprendre sa fille de 5 ans, Viola, en venant la chercher plus tôt que prévu. Le soleil du milieu de l'après-midi projetait de longues ombres sur la cour, baignant tout dans une chaude teinte dorée. Les parents allaient et venaient, certains bavardant avec désinvolture tout en tenant la main de leurs enfants, d'autres perdus dans des pensées précipitées, vérifiant leur téléphone. Cela semblait être une journée ordinaire dans leur petit quartier de banlieue, ce à quoi Matteo était habitué. Cependant, dès son entrée à la garderie, un sentiment troublant l'envahit. Le couloir, habituellement rempli de rires joyeux et de bruits de petits pas, était étrangement silencieux. Son regard tomba sur quelques professeurs qui chuchotaient doucement au fond du couloir. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux se tournaient parfois vers les salles de jeu, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose d'inattendu se produise. L'inquiétude rongeait l'esprit de Matteo. Il se souvient avoir reçu un appel plus tôt dans la matinée du personnel de la garderie, confirmant la présence de Viola et lui rappelant la prochaine journée des parents. Rien dans cette conversation ne faisait allusion à un quelconque problème, au contraire, tout semblait aller parfaitement bien. Pourtant, maintenant, l'atmosphère était différente, comme si une nouvelle note discordante était entrée dans une mélodie par ailleurs harmonieuse. Il suivit le chemin familier vers la salle de classe de Viola, chaque pas résonnant doucement dans le couloir calme. Alors qu'il tournait au coin de la rue, il aperçut un petit groupe d'enfants rassemblés autour d'une table parsemée de crayons de couleurs vives et de feuilles de papier de construction. Mais Viola n'en faisait pas partie. Au lieu de cela, elle se tenait sur le côté, serrant fermement son lapin en peluche préféré. Ses grands yeux marrons parcouraient nerveusement la pièce, comme pour le chercher. Lorsqu'elle aperçut enfin Matteo, son expression anxieuse disparut complètement. Le soulagement envahit son visage et elle se précipita dans ses bras. Il pouvait sentir les battements rapides de son petit cœur contre sa poitrine. À ce moment-là, l'enseignante de la garderie, Madame Mackenzie, s'est approchée avec une expression qui suggérait des inquiétudes plus profondes. Avant que Matteo ait pu parler, elle se pencha d'une voix tremblante et dit « Il y a eu un incident plus tôt dans la journée. » Elle jeta un coup d'œil à Viola avant de continuer « Il s'agit de votre fille. » « Ce qui s'est passé ?» demanda Matteo, un frisson lui parcourant le dos. À ce moment-là, il sentit que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Prenant un moment pour se ressaisir, Matteo posa doucement une main réconfortante sur l'épaule de Viola. Il sentit la tension dans le couloir et remarqua les yeux de Madame Mackenzie se déplacer entre lui et la porte du bureau de la garderie. Une autre enseignante, Madame Alvarez, est apparue et a fait un subtil signe de tête à Madame Mackenzie, l'incitant à conduire Matteo et Viola dans une petite pièce réservée aux entretiens privés avec les parents. La pièce était confortable, décorée d'affiches lumineuses et d'œuvres d'art joyeuses créées par les enfants, mais l'ambiance à l'intérieur était loin d'être agréable. Viola était perchée sur les genoux de Matteo, serrant fort son lapin en peluche, refusant de le lâcher. Ses joues restaient rouges et sa respiration était superficielle, comme si elle venait de courir une longue distance. Matteo lui lissait les cheveux et lui murmurait des mots rassurants, essayant de l'ancrer dans la sécurité de sa présence. Pendant ce temps, Madame Mackenzie récupérait un dossier sur une étagère voisine. Elle l'ouvrit pour révéler des papiers et ce qui semblait être un formulaire de rapport d'incident. « Monsieur Rinaldi », commença-t-elle doucement, « aujourd'hui, pendant la récréation extérieure, quelque chose d'extrêmement inhabituel s'est produit. » Elle a expliqué que Viola et les autres enfants jouaient dans la cour de récréation clôturée sous les yeux vigilants de 2 enseignants. Tout était normal jusqu'à ce qu'un des enfants se mette à pleurer près de la clôture. Lorsque Madame Alvarez est allée enquêter, elle a remarqué un homme debout juste au-delà de la clôture. Ce n'était pas quelqu'un qu'il reconnaissait, certainement pas un parent, ce qui était troublant en soi. Mais ce qui s'est passé ensuite a montré clairement que la situation était loin d'être ordinaire. Les muscles de Matteo se tendirent alors qu'il serrait Viola plus fort. Elle regarda Madame Mackenzie avec de grands yeux, visiblement affligée. L'enseignant a continué en décrivant l'homme qui semblait avoir une 40aine d'années. Il a appelé Viola par son nom et lui a dit de se présenter au portail. Naturellement, les professeurs sont intervenus, mais à mesure qu'ils s'approchaient, l'homme a parlé à Viola de quelque chose qu'il n'entendait pas clairement. Il semblait étrangement confiant, presque comme s'il la connaissait ou lui avait déjà parlé. Ensuite, il a tenté de franchir la clôture, tendant la main vers Viola. Le personnel l'a immédiatement éloigné et lui a dit de partir. À ces mots, Viola gémit et enfouit son visage contre la poitrine de Matteo, visiblement peiné par ce souvenir. Matteo l'embrassa sur le dessus de la tête en murmurant « Ça va aller, chérie.
Je suis là. Madame Alvarez parla doucement, s'excusant que Matteo ait dû apprendre la situation dans de telles circonstances, mais insista sur le fait qu'il méritait d'en connaître tous les détails. L'homme partit rapidement lorsqu'il réalisa qu'il avait attiré l'attention. Il s'éloigna de la clôture, puis se retourna et courut vers une voiture. Avant que le personnel puisse relever la plaque d'immatriculation, la voiture démarra à toute vitesse. La police fut immédiatement appelée. Madame Mackenzie a confirmé que les autorités avaient déjà recueilli les déclarations du personnel et souhaiteraient probablement parler également à Matteo. Elle a souligné qu'un tel incident ne s'était jamais produit auparavant à la garderie. Leur établissement avait toujours été sécurisé, avec des portes verrouillées et des enseignants surveillant avec vigilance les espaces extérieurs. C'était la première fois qu'il faisait face à quelqu'un qui ciblait spécifiquement l'un des enfants. Les pensées de Matteo s'affluèrent. Qui pourrait être cet homme? Pourquoi cibler Viola? Était-ce un prédateur aléatoire ou quelqu'un ayant un lien personnel avec sa famille? Un frisson le parcourut alors qu'il luttait pour garder son calme devant sa fille effrayée. Viola renifla et se tourna vers Madame Mackenzie. D'une petite voix hésitante, elle a dit, il a dit qu'il connaissait ma mère et mon père. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Sa prise sur le lapin en peluche se resserra. Il a dit qu'il voulait juste parler. Le choc se répercuta dans toutes les parties du corps de Matteo. Il se demandait dans quelle mesure les propos de cet homme étaient des mensonges manipulateurs, et dans quelle mesure ils pouvaient être la vérité. Serait-ce quelqu'un de son passé, un collègue mécontent ou quelqu'un de la famille de sa femme qui lui en veut? Des possibilités troublantes se heurtaient à son esprit, aucune d'elles n'était réconfortante. Madame Mackenzie ferma le dossier et expira lentement. Nous avons déjà pris des mesures pour renforcer la sécurité. À partir de demain, nous ajouterons un enseignant supplémentaire pendant les récréations extérieures et nous étudions la possibilité d'améliorer le système de caméras périmétriques. Matteo hocha la tête avec appréciation, mais un lourd poids s'installa sur sa poitrine. Je suis content d'entendre ça, mais pour le moment, je m'inquiète surtout pour ma fille. Viola est terrifiée. Il fit un geste doux vers la petite fille. Je pense que nous devons passer du temps ensemble à la maison pour gérer tout cela. Bien sûr, a répondu Madame Mackenzie. Pendant les prochains jours, nous resterons en état d'alerte. Si vous décidez de garder Viola à la maison jusqu'à ce que la situation soit résolue, nous comprenons tout à fait. La police peut vouloir une déclaration officielle sur ce qu'elle a vu et entendu, mais elle comprend aussi à quel point il est délicat d'interroger un jeune enfant dans des cas comme celui-ci. Se levant prudemment de sa chaise, Matteo tenait toujours Viola contre lui. J'apprécie tout ce que vous avez fait. Si quelqu'un d'autre voit quelque chose ou s'il y a des mises à jour, appelez-moi immédiatement. J'ai besoin de comprendre qui est cet homme et pourquoi il cible ma famille. Madame Mackenzie et Madame Alvarez échangèrent des regards inquiets. Absolument. Nous coopérons pleinement, lui a assuré Madame Alvarez. Alors que Matteo quittait la garderie avec Viola accrochée à lui, il a remarqué que la barrière du terrain de jeu était désormais sécurisée par une nouvelle chaîne plus lourde et un cadenas robuste. Des policiers attendaient à proximité, un policier montant la garde pour rassurer les parents qui arrivaient. À chaque pas, Matteo avait l'impression de marcher dans une boue épaisse, son monde étant passé de la routine banale au mode crise en un seul après-midi. Lorsqu'il atteignit sa voiture, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il plaçait doucement Viola dans son siège d'appoint et attachait soigneusement sa ceinture de sécurité. Elle restait silencieuse, les yeux brillants d'une peur persistante. Matteo lui caressa les cheveux et sourit, laissant échapper un rire réconfortant. « Rentrons à la maison, ma chérie. Tout ira bien, murmura-t-il, même s'il n'était pas tout à fait sûr d'y croire lui-même. Matteo a sorti la voiture du stationnement de la garderie en serrant fermement le volant. Dans le rétroviseur, il regardait Viola de temps en temps, remarquant qu'elle paraissait plus calme désormais. Ses yeux étaient encore écarquillés d'inquiétude. Une petite caresse sur son lapin en peluche préféré a occupé ses petites mains pendant le voyage. Le retour à la maison fut silencieux, comme si un poids invisible pesait sur eux deux, la tension persistante des événements de la journée planant comme un nuage d'orage au-dessus de leur tête. À leur arrivée, Matteo emporta Viola dans la maison. C'était modeste mais confortable, rempli d'un éclairage chaud et aux couleurs douces, un lieu qui procurait généralement une sensation de confort. Mais aujourd'hui, Matteo a remarqué que chaque recoin semblait excessivement immobile, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Il déposa doucement Viola et lui demanda si elle voulait quelque chose à boire. Elle hocha la tête, alors il lui versa un petit verre de jus.
Pendant que Viola sirotait son verre à la table de la cuisine, Matteo envisageait toutes les possibilités. Qui était cet homme étrange? Comment connaissait-il le nom de sa fille? Et pourquoi la ciblait-il? Sortant son téléphone, il fit défiler ses contacts, se demandant si quelqu'un de son passé ou de son présent nourrissait une rancune contre lui ou sa famille. Aucun nom ne m'est venu à l'esprit. Il a composé le numéro de sa femme mais a reçu un message vocal. « Bonjour, Alessia, dit-il d'une voix aussi posée que possible. Peux-tu me rappeler au plus vite? Il y a eu un incident à la garderie de Viola. Elle va bien, mais c'est grave, et j'ai besoin de te parler. » Après avoir raccroché, il soupira profondément. Alessia travaillait comme hôtesse de l'air et était souvent injoignable pendant les vols. Il espérait seulement qu'elle entendrait son message avant trop longtemps. Se retournant vers Viola, il vit la petite fille caresser le bord de son verre du doigt. « Papa, est-ce que cet homme va venir chez nous ?» demanda-t-elle doucement. La question frappa Matteo comme un coup de poing dans le ventre. Avec un sourire forcé et rassurant, il répondit « Non, ma chérie. La garderie a appelé la police. Ils vont s'assurer qu'il ne nous dérange plus. » En parlant, il réalisa le peu de réconfort que ces mots lui apportaient, mais il ne voulait pas alimenter sa peur. Prenant un ton assuré, il ajouta « On est en sécurité ici, ma chérie. » Il s'agenouilla à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Vous souvenez-vous à quoi il ressemblait? Pouvez-vous me dire autre chose sur lui? » Viola fronça les sourcils en essayant de se souvenir des détails. Il portait une veste marron, et il parlait avec un drôle d'accent. « Je n'ai pas tout entendu. » Matteo se calma, constatant peu à peu ce détail. Cela pourrait constituer un indice important si la police avait besoin de plus d'informations. « C'est très utile, Viola. » « Merci. » Il sortit un petit cahier et nota soigneusement chaque mot prononcé par sa fille, déterminé à préserver chaque détail. Pendant qu'il écrivait, son téléphone sonna. Il s'agissait d'un texto de Madame Mackenzie, confirmant que la police souhaitait organiser si possible une rencontre plus formelle avec Matteo et Viola. Elle a inclus le numéro direct de l'officier chargé du dossier. Matteo répond qu'il sera disponible le lendemain puis pose le téléphone sur le comptoir. Les battements de son cœur résonnaient encore dans ses oreilles. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Il avait de plus en plus l'impression que quelqu'un avait délibérément recherché Viola. Il devait assurer sa sécurité. « Je vais appeler Nona », dit Matteo en parlant de sa mère qui habitait à quelques kilomètres de là. « Peut-être que tu pourras y passer la nuit demain. Est-ce que ça te plairait ?» Les yeux de Viola s'illuminèrent d'une excitation prudente. Elle aimait sa grand-mère, qui la gâtait avec des friandises faites maison et des séances d'histoire nocturne. « Oui, s'il te plaît, répondit-elle, sa voix calme mais teintée de soulagement. Matteo l'a rapidement serrée dans ses bras, puis a saisi son téléphone pour appeler sa mère. Il explique brièvement qu'il y a eu un problème de sécurité à la garderie. Sa mère inquiète a immédiatement accepté de surveiller Viola à tout moment. Une fois l'appel terminé, il s'est senti un peu rassuré, au moins, il avait un plan de secours si les choses empiraient. Pour le dîner, Matteo a préparé quelque chose de simple, un bol de spaghettis. Viola a mis la table, et la routine de la cuisine et des assiettes leur a donné à tous deux un semblant de normalité, même si une tension silencieuse imprégnait toujours la maison. Entre les bouchées, Viola jetait parfois un coup d'œil vers la porte d'entrée, comme si elle avait peur que quelqu'un fasse irruption à l'improviste. Après le repas, Matteo a aidé Viola à prendre un bain rapide et l'aborder au lit en lisant son livre d'histoire préféré. La détresse de la journée était évidente dans la rapidité avec laquelle Viola s'est endormie, son petit corps visiblement épuisé par la tension émotionnelle. Matteo l'embrassa sur le front et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte pour laisser entrer la lumière du couloir. Seul dans le salon, il s'assit sur le canapé et ouvrit son ordinateur portable, bien décidé à faire quelques recherches. Il a tapé des questions sur des incidents locaux, des enlèvements ou des observations d'individus suspects à proximité d'écoles. Une multitude d'articles de presse locale sont apparus, mais rien ne correspondait à un homme portant une veste marron avec un accent. La plupart des histoires présentaient des crimes sans rapport ou des larcins. En soupirant, il ferma l'ordinateur portable et regarda l'écran vide de la télévision. Son esprit vagabondait, rêvant à des motivations potentielles. Serait-ce quelqu'un qui connaissait le programme de voyage d'Alessia? Ou quelqu'un qui croyait à tort que la famille de Matteo était riche? Une autre pensée lancinante le rongeait, et si c'était quelqu'un de son propre passé, nourrissant un ressentiment caché?
Il essaya de se rappeler s'il avait eu une dispute sérieuse avec quelqu'un récemment, mais ne se souvenait de rien. Il était bien plus de minuit lorsqu'il se leva enfin du canapé, alourdi de fatigue. Il vérifia chaque porte et fenêtre une dernière fois, s'assurant qu'elles étaient toutes bien fermées. Ce n'est qu'alors qu'il se coucha, où il passa la nuit dans un sommeil agité. Des rêves violents le tourmentaient, des visions d'un inconnu sans visage tendant la main pour arracher Viola, des rêves où il hurlait sans pouvoir bouger. Chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant la chamade. Il tendait l'oreille au moindre bruit provenant de la chambre de sa fille. Le matin arriva avec une brume anxieuse. Matteo se relève, bien décidé à protéger sa famille à tout prix. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la cuisine alors qu'il préparait le petit déjeuner pour Viola. Il jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, attendant un retour d'appel d'Alessia, qui était toujours en transit. Tout en fouettant des œufs dans un bol, il restait à l'écoute de tout bruit inhabituel à l'extérieur, une habitude qu'il avait prise pendant la nuit, une nouvelle vigilance qui ne le laissait pas se détendre. Viola entra dans la cuisine en se frottant les yeux, serrant son lapin en peluche comme si elle ne supportait pas de s'en séparer. « Papa, on va chez Nona ?» elle a demandé. Matteo posa le fouet et sourit gentiment. « Oui, chérie. Nous y irons plus tard cet après-midi. Mais d'abord, je dois parler à un policier au téléphone. Il a quelques questions sur ce qui s'est passé hier. »« Tu te souviens, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Viola hocha la tête, le regard nerveux. « Est-ce qu'il va nous aider à attraper cet homme ?» Matteo n'a pas hésité. « C'est exactement ce qu'il essaie de faire, chérie, et il aura besoin de notre aide. Mais ne t'inquiète pas, tu vas juste me parler ou peut-être à un officier spécial qui sait parler aux enfants. Nous trouverons une solution. » Alors qu'il finissait de parler, son téléphone vibra sur le comptoir. L'écran affichait un numéro inconnu, qu'il supposait être l'agent mentionné par Madame Mackenzie. Matteo porta le téléphone à son oreille. « Bonjour, Monsieur Rinaldi ?» Ici le détective Corrado du département de police de Westwood, dit une voix vive. Nous avons recueilli les déclarations du personnel de la garderie. Je voudrais vous inviter à venir au commissariat aujourd'hui, si possible, pour examiner certaines des preuves que nous avons recueillies. Matteo jeta un coup d'œil à Viola. Il n'était pas sûr de vouloir l'emmener au poste de police, où l'environnement pouvait être accablant. Je peux entrer, mais puis-je d'abord déposer ma fille chez sa grand-mère ? Elle est encore secouée. C'est tout à fait bien, a répondu l'inspecteur Corrado. Viens quand tu veux. Préviens-moi avant de partir pour que je puisse m'assurer que je suis disponible. Matteo a mis fin à l'appel avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il finit de préparer le petit déjeuner, servit Viola et essaya de garder la conversation légère pendant qu'il mangeait. Malgré ses efforts, la tension transparaît dans chacune de ses paroles. Une fois qu'ils eurent fini, il aida Viola à s'habiller, prépara un sac de voyage et ensemble ils se rendirent chez Nona, un petit bungalow jaune entouré d'une roseraie immaculée. La grand-mère de Viola les a accueillis à bras ouverts, les yeux débordant d'inquiétude. Lorsque Matteo lui explique la situation, elle lui assure que Viola est entre de bonnes mains et l'encourage à prendre son temps au commissariat. Après un dernier câlin, Matteo se glisse dans sa voiture et s'en va. Il est arrivé au poste de police de Westwood, s'est garé dans un espace réservé aux visiteurs et est sorti dans l'air frais du milieu de la matinée. Le bâtiment était une structure trapue et grise avec une façade peu attrayante. Il se raidit, entra dans le hall et se présenta à la réception. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur Corrado est apparu, un homme de grande taille aux cheveux poivrés et à l'air pragmatique. « Monsieur Rinaldi, merci d'être venu, dit-il en serrant la main de Matteo. S'il vous plaît, suivez-moi. Nous pouvons parler dans mon bureau. » En parcourant les couloirs, Matteo entrevit l'activité typique d'un commissariat, des téléphones qui sonnent, des agents qui rédigent des rapports et des citoyens anxieux qui attendent de l'aide. L'inspecteur Corrado le conduisit dans un petit bureau bien rangé mais impersonnel, décoré uniquement d'un plan de la ville épinglé sur un tableau en liège. « J'apprécie que vous ayez pris le temps de venir. Je suis sûr que ces dernières 24 heures ont été stressantes, commença Corrado en faisant signe à Matteo de s'asseoir. Nous avons récolté quelques résultats préliminaires. Je souhaite vous montrer quelque chose qui a été filmé par la caméra de surveillance d'un voisin à proximité de la garderie. » Il tourna son écran d'ordinateur vers Matteo et cliqua sur un fichier vidéo. Matteo se pencha en avant, étudiant les images granuleuses. Le clip montrait des images de la veille, vers la récréation de midi. Même si l'angle était partiel,
il révélait clairement la clôture de la garderie Little Pinet en arrière-plan. De l'autre côté de la rue, une berline de couleur sombre probablement noire ou bleu marine tournait au ralenti. Puis, à peu près au moment où les enfants auraient dû être dehors, un homme vêtu d'une veste marron est apparu du côté du conducteur. Depuis la perspective agrandie, son visage était difficile à voir, mais sa posture semblait tendue, comme celle de quelqu'un se préparant à une confrontation. Il se dirigea vers la clôture, partiellement bloquée par des arbres. Quelques instants plus tard, l'homme a regagné sa voiture. Même dans les images tremblantes, Matteo pouvait sentir l'urgence et l'intention délibérée derrière les mouvements de l'homme. La voiture s'est ensuite éloignée, disparaissant du champ de vision de la caméra. C'était lui, murmura Matteo, un frisson lui parcourant la poitrine. Veste marron, la quarantaine, comme disaient les professeurs. Corrado a poursuivi, vous avez noté le numéro de la plaque d'immatriculation? Grima, répondit Matteo. Malheureusement, elle était cachée par une branche d'arbre. Nous avons lancé un logiciel de valorisation, mais ce n'est pas concluant. Nous avons une plaque partielle, juste quelques lettres, peut-être un chiffre. Nous la recoupons, mais il y a autre chose. Corrado a cliqué sur un fichier, révélant des images fixes tirées des séquences vidéo. Une image montrait un profil latéral plus clair du visage de l'homme. Nous avons effectué une reconnaissance faciale, a expliqué Corrado. Nous n'avons pas trouvé de correspondance dans les bases de données criminelles habituelles, du moins pas immédiatement. Matteo expira brusquement, à moitié soulagé que l'homme ne soit pas un criminel connu avec un passé violent, mais reparti également avec d'autres questions. Donc il n'est pas dans votre système. Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? Demanda Matteo. L'expression de Corrado devint sérieuse. Nous avons creusé plus profondément. Parfois, la reconnaissance faciale permet de retrouver des documents d'archives, comme d'anciennes cartes d'identité ou des dossiers d'hôpital. Nous avons trouvé une correspondance partielle pour un certain Anthony Romano, mais le dossier est ancien et la moitié des données manquent. Ce n'est peut-être même pas lui. C'est pourquoi j'aimerais que vous examiniez la preuve suivante. Corrado sortit une chemise en papier craft contenant la photocopie d'une photographie. L'image, datant de près de 20 ans, montrait un groupe de jeunes hommes rassemblés devant un chantier de construction. Corrado désigna une silhouette debout sur le côté. Le visage de l'homme était légèrement détourné, mais il ressemblait étonnamment à celui de l'homme filmé dans la garderie, le même nez pointu, les mêmes sourcils épais. Matteo sentit son estomac se nouer. La possibilité que cet inconnu soit lié à une histoire ou à un événement passé survenu 2 décennies auparavant était troublante. Je ne le reconnais pas, a déclaré Matteo. Je veux dire, je ne pense pas le reconnaître. Il chercha dans sa mémoire toute personne pouvant correspondre à la photo. Mais le visage semble vaguement familier, comme quelqu'un que vous croisez dans la rue mais dont vous ne vous souvenez plus par la suite. Corrado s'appuya contre le dossier de sa chaise. Le fait est que cette photo a été prise à Ravna, ce qui pourrait être pertinent ou non. Nous essayons de savoir si cet homme a déménagé ou a changé de nom. Il est également possible que nous ayons affaire à une personne complètement différente qui partage simplement des caractéristiques similaires. Matteo regardait l'image, l'esprit rempli de questions sans réponse. Si c'est le même homme, quel est son lien avec Ravna? Alessia le connaissait-elle d'une manière ou d'une autre? Il essaya de se rappeler si sa femme avait déjà mentionné une connaissance de cette région, mais rien ne lui venait à l'esprit. L'inspecteur Corrado soupira. C'est pourquoi nous avons besoin de votre coopération. Nous aimerions parler à votre femme dès qu'elle sera disponible. Elle a peut-être des informations à nous donner. Il est possible qu'elle ait croisé cette personne au cours de leur voyage. Les gens laissent des empreintes partout où ils vont, mais parfois ces empreintes sont pâles. Matteo hocha lentement la tête, le cœur battant. Elle doit revenir demain matin. Je lui demanderai de vous appeler dès son atterrissage. Parfait, répondit Corrado en fermant le dossier. En attendant, je vous suggère de rester prudent. Ne laissez pas Viola sans surveillance. Assurez-vous que la sécurité de votre maison est verrouillée. Si quelque chose, même légèrement inhabituel, attire votre attention, appelez-moi. Matteo quitte la gare avec la nette impression que les murs de sa vie ont bougé. Non seulement un étranger menaçait sa fille, mais il pourrait y avoir une couche plus profonde à cette intrusion, un morceau du passé enfoui, quelqu'un revenant jeter une longue ombre sur sa famille. Il a garé sa voiture devant la maison de sa mère. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la cour.
Tout ce que l'inspecteur Corrado lui avait dit se rejouait dans son esprit, l'identification partielle, le possible Anthony Romano et la vieille photo de Ravna faisant allusion à un mystère dont les racines étaient profondes. Dehors, le calme du quartier était paisible. Une légère brise faisait bruisser les feuilles d'un chêne imposant, mais il n'y avait aucun autre bruit à l'intérieur de la maison. Il trouva sa mère et Viola dans le salon. Viola regardait un dessin animé, recroquevillé sur le canapé avec son lapin en peluche. Elle le vit et se releva aussitôt, passant ses bras autour de sa taille. « Papa » s'exclama-t-elle, le soulagement illuminant son visage. Matteo la prit dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie. » Elle hocha la tête. « Nona m'a préparé des cookies et m'a laissé colorier son cahier spécial. » Matteo sourit à sa mère qui surgit de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. « Elle était bonne » a déclaré Matteo. Une subtile ligne d'inquiétude plissa le front de sa mère. « Comment ça s'est passé au commissariat ?» Matteo déposa doucement Viola et prit sa mère à part. À voix basse, il explique les images de surveillance, la plaque d'immatriculation partielle et la photo inquiétante. Même s'il parlait doucement, le regard de Viola s'attardait sur lui, clairement conscient que les adultes discutaient de quelque chose d'important. L'expression de sa mère s'assombrit. « Es-tu sûr de ne pas reconnaître le nom d'Anthony Romano ?» Matteo secoua la tête. « Je n'ai jamais entendu parler de lui. J'ai demandé à Alessia une fois qu'elle a atterri. » Il fit une pause, réalisant qu'il n'avait pas vérifié son téléphone depuis qu'il avait quitté la gare. Il tapota sa poche et la sortit. Il y a eu 2 appels manqués et un message vocal d'Alessia s'excusant. Il se dirigea vers le porche avec les doigts tremblants et composa son numéro. Alessia répondit après la première sonnerie. « Oh mon Dieu » dit-elle à bout de souffle. « Je viens d'écouter votre message. Est-ce que vous et Viola vous entendez bien ?» L'inquiétude dans sa voix lui fit serrer la poitrine. « Nous allons bien pour le moment. Elle est en sécurité chez maman. Écoutez, il y a beaucoup de choses à vous dire. La police a des pistes, mais elle doit vous parler. Ils ont trouvé un nom, quelqu'un qui pourrait être lié à l'incident. Anthony Romano vous dit quelque chose ?» Alessia resta silencieuse un moment. « Non, je ne pense pas serait-ce quelqu'un de ton passé ?» « C'est ce que j'essaie de comprendre, » dit Matteo en soupirant. Corrado, le détective, pense qu'il s'agit peut-être d'un pseudonyme ou d'une identification partielle. Ils avaient une vieille photo de Ravna. Avez-vous déjà connu quelqu'un de là-bas? Alessia réfléchit attentivement. Je suis allé à Ravna plusieurs fois, mais uniquement en tant qu'hôtesse de l'air lors d'une escale. Je ne suis jamais resté longtemps. Je ne me souviens pas avoir rencontré quelqu'un qui s'appelait Anthony Romano. Matteo s'est pincé l'arête du nez. Écoutez, nous trouverons une solution. La police veut vous parler en personne le plus tôt possible. Quand pouvez-vous rentrer chez vous? Je m'apprête à embarquer sur un petit vol. Ensuite, je pars pour des semaines. Je serai à la maison demain à midi. D'accord, répondit Matteo, le soulagement se mêlant à la tension persistante. Envoie-moi un texto quand tu auras atterri. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Il raccroche, et Matteo reste un moment sous la porche, à regarder le soleil se coucher derrière les toits des faubourgs. La journée touchait à sa fin, mais son inquiétude ne faisait qu'augmenter. Il rentra à l'intérieur, se força à sourire à Viola et la rejoignit ainsi que sa mère. Ce soir-là, Matteo décide qu'il vaut mieux rester chez sa mère. Elle avait une chambre libre et le quartier semblait plus calme et plus sûr que de rentrer chez elle. Il aida Viola à enfiler son pyjama, puis lui raconta une histoire avant d'aller au lit. Lorsqu'elle s'endormit enfin, il sortit de la pièce sur la pointe des pieds. Sa mère l'attendait dans le couloir, les bras croisés sur la poitrine, l'air résolu. « Vous savez que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez » a-t-elle suggéré, au moins jusqu'à ce qu'Alessia rentre à la maison. « Mais si vous vous sentez mieux chez vous, vous pourriez peut-être mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. » Matteo hocha lentement la tête. « En fait, je pensais à un système d'alarme ou à une sonnette vidéo, quelque chose qui pourrait capturer une image claire si quelqu'un se présente. Mais je ne sais pas combien de temps l'installation prendra, et avec Viola, je préfère ne prendre aucun risque. » Sa mère lui tapota doucement l'épaule. « Je comprends. Nous ferons en sorte que cela fonctionne aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je sais que cela doit être très difficile pour vous. Quand votre père est décédé, j'ai juré de faire tout notre possible pour assurer la sécurité de notre famille. Cela ne changera pas, quel que soit votre âge.
Matteo sentit une boule dans sa gorge. Il était reconnaissant du soutien indéfectible de sa mère, mais ressentait également un sentiment de culpabilité. Il était